Bonjour et merci d'être tous ici pour ces Zoom de tourisme handicapable. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jennifer Weber, qui était la responsable du groupe sur le sujet donc, du tourisme handicapable. Bonjour Jennifer. Bonjour Fabio, bonjour à tous. Voilà, donc nous sommes ici aujourd'hui pour parler un petit peu des travaux de ton groupe, déjà de la naissance de ce groupe, des raisons qui ont fait à ce que ce groupe se forme chez Respire, et ensuite de tous les travaux que vous avez menés concernant les livres blancs qui va être d'ici quelques jours. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, avant de parler de la naissance du groupe, il faut savoir que la thématique du handicap et du tourisme me touche particulièrement et ça fait à peu près 11 à 12 ans que je travaille dessus. J'ai été confrontée au handicap dans les musées, en vacances, en voyage, en accompagnant des groupes, des seniors, des enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est une thématique qui m'a toujours tenue à cœur et j'ai suivi de très près la naissance de Respire, bien sûr, en début d'année, avec le confinement et tout. Et c'est vrai que c'est une thématique qui t'a touchée, puisque j'en parlais de temps en temps. Et c'est comme ça un petit peu que le handicap et le tourisme se sont rejoints. Et se sont rejoints au sein de Respire. Ça a permis de créer un groupe qu'on a renommé, avec bien sûr mes collaborateurs, donc Caroline qui est présente avec nous aujourd'hui, et que je remercie d'être là. Ça a permis de renommer en fait ce groupe Tourisme Handicapable, puisque la thématique tourisme handicap existe déjà par le biais d'une association française qui est assez renommée. Donc nous, on a préféré encore voir plus loin, c'est-à-dire qu'on est tous capables de pouvoir voyager de n'importe quelle façon, et c'est surtout sur cette thématique de l'inclusion qu'on a décidé de travailler. Donc on était peu nombreux. Il faut savoir que le handicap, si on n'y est pas sensibilisé ou si on ne l'a pas vécu plus ou moins de près ou de loin, c'est un domaine qui fait un peu peur, qui est encore tabou aujourd'hui, ne serait-ce que dans les institutions, dans le voyage, bien entendu. On a eu du mal un petit peu au début à se mettre en route, puisque forcément les forces vives se sont fait un petit peu timides. Au final, on était peut-être peu nombreux, mais on avait l'énorme qualité derrière, puisque tout le monde était vraiment très sensibilisé et très impliqué dans le groupe. Donc ça a fait, on va dire, une petite famille qui a vraiment beaucoup travaillé. Donc on a finalement développé des sous-thèmes auxquels j'aurais absolument pas pensé si ces collaborateurs auraient été là. Alors, je ne t'entends pas. Tu m'entends là? Tu m'entends mieux? Oui. Ok. Jennifer, tu m'entends? Non, je n'ai pas l'impression. Elle n'a plus de micro. Donc, je disais, ma question était Jennifer, donc quelles avaient été les difficultés plus importantes que tu as retrouvées à la naissance de ce groupe? Parce que tu en conviendras avec moi que, par exemple, c'est un sujet délicat et important, mais qui est souvent laissé un peu de côté, même par les instances officielles. Et par ailleurs, tu parlais des petits sous-groupes. C'est quoi les intitulés de ce groupe? Sur quoi ils ont travaillé? Alors au final, au départ, en fait, on pense tourisme et handicap. Dans la plupart des mentalités, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire en gros pouvoir se rendre dans un lieu, dans un espace, pouvoir circuler sur la voirie, dans les transports, le fait de pouvoir se déplacer et d'arriver dans un lieu où, si on a un handicap, notamment en fauteuil, on puisse être sur place et en profiter. Et au final, l'accessibilité, ce n'est pas que ça, c'est aussi l'accessibilité humaine. La plupart du temps, le personnel touristique et culturel n'est pas formé au handicap ou du moins pas sensibilisé, ce qui fait qu'on a souvent du mal à répondre aux demandes et à proposer des offres en cohérence en fait avec les demandes des personnes en situation de handicap.
on a aussi repris ensemble, notamment avec Caroline et Emeline aussi, qui fait partie du groupe mais qui n'est pas là, la question aussi de tout ce qui est juridique, hein, les lois officielles, puisqu'il faut savoir qu'on ne peut pas monter de voyage si on n'a pas fait énormément de dossiers pour un groupe de personnes handicapées, par exemple, ça passe par des accréditations, par la sous-préfecture, etc. Donc, il y a beaucoup de difficultés au niveau organisationnel. On a aussi pensé les questions des assurances. Dans les assurances voyage, par exemple, les personnes handicapées ne sont pas représentées, puisque si vous lisez les petites lignes, toute personne étant malade ou portant une maladie reconnue avant un voyage ne sera pas pris en charge si jamais cette maladie se développe ou qu'il arrive quelque chose pendant le voyage. Donc en fait, en contactant les assurances, on s'est rendu compte que les personnes handicapées n'étaient absolument pas prises en compte et que ça leur avait pas forcément effleuré l'esprit non plus de les inclure dans leur contrat. Donc il y a plein de petites choses comme ça où on s'est rendu compte que le handicap dans le tourisme, il est partout. Et donc, forcément, il va falloir répondre et essayer de trouver des solutions. Donc, c'est-à-dire former, sensibiliser, revoir les contrats, revoir peut-être la législation, regrouper. On en a aussi discuté avec Caroline, les aides. On peut avoir des aides en tant que personne handicapée pour financer un voyage. Il faut savoir que les aides se multiplient à travers différentes associations et organisations officielles. Et en fait, on peut se retrouver avec 42 dossiers à faire. Une personne handicapée qui n'a pas forcément une aide de proche à côté, va abandonner ces dossiers. Donc au final, c'est un peu l'espoir du voyage qui va être abandonné aussi. Donc il y a beaucoup de réflexions à mener et c'est vraiment des détails très pointus. Donc il nous faut des forces vives aussi pour pouvoir essayer de répondre petit à petit et apporter des solutions à toutes ces petites choses qui font qu'après, le voyage, il sera vraiment pour tous. Alors je ne t'entends pas, Fabio, par contre. On ne t'entend pas, Fabio. Oui. Là, vous m'entendez? Oui, mieux. OK. Donc, je vais garder le micro. Est-ce que dans ce contexte-là, au vu de ce que tu viens de dire, peut-on parler des discriminations de la part du voyage et des voyagistes envers les personnes handicapées? Alors, personnellement, je l'ai vécu directement en étant accompagnatrice de groupes de personnes en situation de handicap, de personnes individuelles également, puisque j'ai été agent de voyage, mais j'ai été également guide accompagnatrice de ma propre société. Et j'ai été confrontée au refus de personnes dans certains lieux, au refus de visite, même au refus dans des hôtels ou des restaurants, puisque, soi-disant, ce n'est pas adapté, etc. Donc, on essaye, je ne dis pas de pousser un petit peu vers l'extérieur les personnes en situation de handicap, mais l'intégration, l'inclusion est vraiment assez compliquée, oui. D'accord. Et que dit la législation de ce point de vue-là? La législation dit que tout le monde a droit à un accès. On est tous normalement dans la loi sur un pied d'égalité. La loi a bien sûr été revue en 2005. Elle existe déjà depuis 1975. Elle n'est toujours pas appliquée sur l'accessibilité du bâti, notamment pour les personnes en situation de handicap en fauteuil, pour les handicaps moteurs notamment. Donc il y a plein de choses. La législation, elle est là. Même l'ONU travaille dessus sur l'accessibilité. Il y a d'ailleurs notamment l'ONU a mis en place des objectifs de développement sur jusqu'à 2030 et l'accessibilité est on va dire, de leurs thématiques principales. Mais dans la réalité, les choses ne se passent pas forcément comme sur le papier, c'est censé être présenté et on a encore beaucoup de difficultés à faire voyager des personnes en situation de handicap et aussi à les accueillir. Très bien. J'aimerais bien avoir ton dernier point de vue avant de poser une question également à Caroline, qui est là avec nous aujourd'hui. Est-ce que, sur quoi ont porté les travaux que vous avez menés donc, dans ton groupe, compte tenu de ces constats qui viennent d'être faits? Alors, on a pensé déjà à la formation ou la reformation des professionnels du tourisme qui sont déjà en place. C'est-à-dire qu'on a tous été formés, on travaille déjà, mais on va dire qu'on ne sait pas forcément accueillir les personnes en situation de handicap et leur proposer des offres cohérentes avec ce qu'eux peuvent demander et ce dont eux sont capables. Il faut aussi penser à la formation des futurs professionnels du tourisme, puisque eux vont débarquer sur le marché du travail, ils vont être aussi confrontés à ces publics spécifiques qui ont besoin
des besoins particuliers, des attentes, donc aussi les former en amont, c'est-à-dire dans les écoles de tourisme, dans les BTS, etc., de façon à pouvoir les sensibiliser également, faire des mises en pratique, des rencontres, par exemple, avec des associations et des personnes en situation de handicap. On a pensé également à revoir aussi les contrats d'assurance, donc les contacter de façon à pouvoir mettre en place une prise en charge et repenser ce système-là. On a pensé également à cumuler et à réorganiser les demandes pour les aides de voyage de façon à ce que tout ne soit pas dispatché, mais regroupé de façon beaucoup plus pratique pour que les personnes handicapées puissent dire je vais à tel endroit et je peux trouver telle documentation à remplir plutôt que de faire 50 démarches un petit peu éparses. Et on a aussi pensé surtout à quelque chose, c'est un label. Alors, c'est un label qu'on souhaite mettre en place d'ici 2 ans. Le label Inclusive Travels, c'est-à-dire regrouper en fait tous les réceptifs, les agences de voyage, les guides touristiques, l'hôtellerie, la restauration, tous les professionnels du tourisme et du secteur, justement, qui vont être aptes à accueillir les personnes en situation de handicap, que ce soit sur le bâti, mais aussi sur le côté humain. C'est ça qui est aussi très important, parce que quand on voyage, on va à la rencontre de l'autre. Donc, ce n'est pas forcément un bâtiment qui nous intéresse, mais c'est aussi le contact avec les autres personnes. Les regrouper au sein d'un label, de façon à ce que quand les personnes en situation de handicap voyagent, elles savent qu'il y a justement un label de qualité qui regroupe ces professionnels en disant je peux partir en vacances en confiance, puisque je sais très bien que là où je vais partir, justement, ces professionnels-là sont sensibilisés et formés. Donc, c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on a aussi besoin, par la suite, pour la thématique du tourisme inclusif qui va suivre ce Respire par la suite, pour les états généraux du tourisme. À ce moment-là, on a aussi besoin de forces vives, parce qu'il faut réfléchir à tout ça. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de mise en place. On a besoin aussi de gens qui sont aussi sensibilisés que nous et qui portent aussi des espérances pour pouvoir améliorer le tourisme du futur. Ce fameux label, on l'a réfléchi ensemble au sein du groupe avec Caroline, il y avait Emmanuel, Emeline, Véronique, Stéphane, que je remercie bien sûr, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui. On a vraiment réfléchi et fait beaucoup de travail là-dessus. Ce serait accompagné d'un site internet qui regrouperait donc un répertoire de professionnels du tourisme, mais aussi de la documentation sur les différents handicaps, puisqu'il n'y a pas qu'un seul handicap, il y en a plusieurs. Il y a des handicaps qui sont invisibles. Il faut savoir qu'à un moment donné aussi, ce qui est important, c'est qu'on sera peut-être tous handicapés un jour, que ce soit, comme disait Caroline régulièrement, une famille avec une poussette encombrante, une jambe dans le plâtre, une maladie chronique, une grossesse difficile. Tout ça, ce sont des petits handicaps qui font que le voyage il peut être entravé et fortement compromis. Donc, de la documentation, des informations, de la sensibilisation, un répertoire de professionnels solides. Donc, tout ça, c'est à penser pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer peut-être de faire un petit guide déjà issu de vos travaux qui pourrait être proposé aux instances professionnelles et à tous les professionnels du tourisme qui voudraient bien en avoir d'usage, parce que ça peut être une manière de les sensibiliser. Oui, voilà. Alors, faire un guide à la rigueur qui regroupe déjà les différents handicaps, la façon de les accueillir, puisqu'on n'accueille pas une personne handicapée moteur comme une personne handicapée visuelle. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes. La façon de se comporter n'est pas la même non plus. À la rigueur, oui, voilà, composer déjà un guide de bonne pratique, entre guillemets, un guide de sensibilisation à destination des professionnels du tourisme qui vont accueillir ce public spécifique. Bien sûr. Et une dernière question, quel était le profil des personnes qui composaient ton groupe? Alors, on a des personnes qui sont au départ sensibilisées au handicap. Nous avons des gens qui sont en agence de voyage, tels que moi. Nous avons Caroline, qui est multifacette et qui est aussi en création d'entreprise actuellement. Nous avons Emeline, qui travaille dans une agence de voyage spécialisée dans le handicap. Nous avons Stéphane, qui lui ultra polyvalent et qui a été touché par le handicap et sensibilisé. Et on a également 2 réceptifs à l'étranger, un en Inde et un au Sri Lanka, ce qui est assez drôle pour ma part, puisque ce sont des personnes donc, de ces pays qui ont été sensibilisées au handicap dans des pays où le handicap n'est pas forcément pris en compte, c'est-à-dire au niveau de l'accessibilité. Ce sont des pays qui sont assez difficiles au niveau de l'accessibilité pour circuler, par exemple, et ce sont ces personnes-là qui ont été sensibilisées à la thématique du handicap. Donc, c'est vraiment, on va dire, un groupe très coloré avec des expériences totalement différentes, mais c'est ces expériences qui ont permis d'enrichir la réflexion.
Très bien. Caroline, maintenant, déjà bonjour à nouveau, et puis je voudrais te poser une petite question. D'une part, est-ce que c'était simple de travailler avec Jennifer? Parce que je la vois très passionnée, donc c'est vrai que parfois elle a beaucoup tendance à entraîner tout le monde dans son sillon, dans son sillage. Et par rapport à toi personnellement, comment tu as trouvé les travaux de ce groupe et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à titre personnel à intégrer ce groupe plutôt qu'un autre? Alors, pour ma part, donc bonjour à tous. Pour ma part, déjà, donc c'est le premier groupe que j'ai intégré chez Respire, le tourisme handicapable. Pour ma part, j'avais déjà travaillé en fait sur ces thématiques dans le cadre de mon parcours scolaire, puisque j'avais, avec l'association Ilandi, qui est sur l'île d'Oléron, développé le projet en fait d'un tour d'Europe en catamaran pour sensibiliser au handicap, avec des escales dans chaque pays, avec des actions en faveur du handicap. Et donc, il y avait eu un catamaran construit spécialement pour favoriser l'accessibilité à bord. Et ensuite, j'avais aussi travaillé avec la Corderie Royale de Rochefort pour le développement de l'accessibilité. Donc, ça a été, moi, c'est un sujet, effectivement, comme Jennifer, qui m'a passionnée. Peut-être que je n'ai pas suivi, en fait, après. Mais voilà, je trouve que c'est très important que le tourisme reste inclusif, comme dans la société, puisque finalement, le tourisme, c'est révélateur aussi de notre société. Travailler avec Jennifer, justement, travailler avec quelqu'un de passionné qui a l'expérience, franchement, ça a été une super expérience dans Respire parce que ça booste. Elle est une personnalité qui est toujours dynamique et on a trouvé, je trouve, des profils tellement différents, mais en fait tellement complémentaires dans le groupe qu'on a réussi justement à se compléter et à avancer sur ces différents points au final. C'est ce qui a permis aussi d'envisager l'action à l'international, pas seulement au niveau français, de se rendre compte de certaines obligations avec des professionnels qui sont tous les jours en train de remplir des dossiers, des CERFA, des suivis, parce qu'il y a au moins 3 ou 4 documents quand on est professionnel du tourisme, de gros dossiers à remplir pour les personnes handicapées. Donc tous ces points-là, ça nous a permis, je trouve, dans le groupe, de vraiment aboutir plus profondément à ces points de réflexion. Mais il y a encore beaucoup de travail à fournir, parce que déjà, on a commencé justement cet état des lieux, que ce soit au niveau de la législation, la législation, on est en France, et au niveau international aussi, c'est un travail de fourmi d'aller décortiquer les textes, de savoir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, quelles en sont les conséquences pour les entreprises, mais aussi pour les clients. Au niveau international aussi, d'aller faire un état des lieux, fait également avec Stéphane Michaud. C'est vraiment un travail de fourmi d'aller chercher les informations. Il y a des pays qui sont plus en avance, je pense au Japon par exemple, peut-être d'autres pays qui sont justement où on voit que ce n'est pas du tout une préoccupation. Et en France, où malgré, je pense qu'on soit un pays développé en avance, sur le handicap, je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire. Et dans le tourisme, ça se voit. Ça se voit parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, comme on le disait, qui sont spécialisées. Et c'est là l'action de Respire et du groupe, c'est d'aller dire, maintenant, on agit, on inclut tout le monde et on avance. Et comment vous aider, vous épauler et qu'on travaille tous ensemble dans cette direction. Très bien. Et Caroline, à ton avis, très concrètement, les travaux de ce groupe, est-ce qu'ils peuvent trouver finalement les résultats que vous avez eus et qu'on a compris, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais vous avez quand même déjà pas mal avancé. Est-ce qu'il y a des choses, à ton avis, qui pourraient être simples d'appliquer dans le quotidien de demain, dans les agences, des choses, des petits conseils, des petites astuces qui pourraient aider les professionnels à faciliter l'accès aux personnes autrement capables, on va dire? Alors forcément, on ne va pas parler des travaux d'accessibilité, puisque justement, nous, le but du groupe, c'est de ne pas s'arrêter sur uniquement les critères physiques et des bâtiments. Mais effectivement, il y a des petites actions finalement qui peuvent être simples de mise en action à court terme. Ça peut être, comme tu l'avais évoqué, d'aller sensibiliser, d'avoir un petit guide déjà de présentation du handicap. Quels sont les différents types de handicap? Ça peut être une formation, une sorte de mise en situation
J'ai envie de dire tout simplement se mettre dans la peau d'un client aveugle, se mettre dans la peau d'un client en fauteuil roulant qui vient dans l'agence. Tout simplement déjà l'accueil en fait du client et ensuite d'avoir des informations, de former ce réseau à dire peut-être que moi là je ne sais pas faire en tant qu'agence. Par contre, je connais tel et tel prestataire et je sais que lui pourra vous orienter. Et le but, c'est tout simplement que le client se sente conseillé, accompagné, qu'il y a un travail ensemble avec les prestataires du tourisme pour savoir orienter le client. Et pour moi, ça me semble des actions que nous, à Respire, on peut mettre en place à court terme. Et bien évidemment, il y a des actions qui demandent beaucoup plus de travail, comme le label, mais justement, on est là et pour longtemps. Donc, c'est bien. Très bien. Écoute, tu as déjà partiellement anticipé la réponse à ma question suivante. Déjà, je voudrais dire aux personnes qui sont en train d'assister à ce Zoom que si elles ont des questions à poser, elles peuvent les faire. Je me ferai un plaisir de vous les reporter. Donc, au final de cette période de travail là-dessus, quel est ton senti? Que tu as retenu quoi? C'est quelque chose qui t'a apporté quelque chose? Tu te sens, je ne sais pas. Je ne vais pas dire grand-chose. Je vais te laisser champ libre pour que tu puisses t'exprimer. Donc, par rapport à moi, oui. Par rapport au groupe, alors déjà, j'ai trouvé formidable, moi personnellement, ça m'a enrichi parce que de voir des personnes comme des réceptifs justement qui vont se battre en Inde, comme disait Jennifer, au Sri Lanka, pour faire gravir, pour réaliser des voyages, pour réaliser tout simplement en fait des rêves, puisque notre métier c'est le rêve et il faut que nos rêves soient réalisables, puisque c'est le but aussi de ce qu'on veut faire. Donc de travailler avec que ce soit Véronique ou Emmanuel sur ces thématiques-là et d'avoir des témoignages de leur part, des témoignages de leurs clients. J'ai trouvé ça très enrichissant parce qu'en fait, tout de suite, ça nous rend vraiment concret et ça nous rend compte en fait du travail qu'on est en train de fournir. Il y en a qui sont déjà en train de se battre pour justement favoriser le voyage et le rendre capable et rendre les gens tout simplement capables. Et il y a une autre chose aussi qu'apprend ce groupe, c'est qu'en fait, si on pense, comme le disait Jennifer, on est tous handicapés à un moment. Donc, et même déjà, je veux dire, on a tous peut-être une maladie chronique, on a, je sais pas, de l'asthme, on peut avoir des maladies non visibles, on peut avoir notre béquille à ce moment-là, on peut être une personne tout simplement plus âgée ou en tout cas en difficulté de mouvance, même en étant plus jeune, pour X ou Y raison. Et au final, on se rend compte qu'on est tous handicapés et que si on travaille pour un tourisme handicapable, finalement, c'est pour tout le monde. Donc, je trouve que voilà, c'est ce que ça apporte, ce groupe, c'est de se rendre compte qu'on travaille pour tout le monde et pour les professionnels, leur donner des clés et ne laisser personne sur la route, que ce soit sur les professionnels qui peuvent se sentir frustrés en fait, de ne pas pouvoir conseiller un client, parce que c'est toujours pareil, l'information aussi, il faut aller la chercher et elle est parfois très compliquée à obtenir et même avec toute la bonne volonté du monde, ça demande énormément de travail. Alors, si on peut être là, donner déjà des bases, des documents, montrer peut-être un dossier, comment il se fait, comment suivre et former en fait un minimum pour que le professionnel comme le client ne se sentent pas démunis, c'est là tout l'objectif. Et moi, personnellement, ça m'épanouit. Bien. La passion. Merci beaucoup, Caroline. Alors, j'aurais une double question pour toutes les deux. Vous répondrez à tour de rôle, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est, je sais qu'il existe déjà certaines agences qui se sont spécialisées sur ce type de clientèle, mais personnellement, je trouve effectivement que c'est un peu, même l'effet qu'il existe des agences spécialisées, ça sectorise un petit peu, ça stigmatise un petit peu cette population. Et je voudrais avoir déjà votre avis là-dessus. Est-ce que ça serait effectivement pas quelque chose qui devrait être généralisé à tous les points de vente? J'imagine un peu votre réponse, mais je voudrais aussi que vous me donniez votre avis sur le fait du pourquoi cela ne se fait pas. Et par ailleurs, certes, nous sommes en train de parler de beaucoup d'avancées qu'il faut avoir de la part des professionnels du tourisme, de la part des agences de voyage et pas seulement
pour tout ce qu'il faut faire pour rendre plus accessibles les voyages à cette population. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit encore, et c'est que au-delà de faire toutes ces actions, il faut aussi informer. Il faut aussi rendre l'information accessible à ces personnes qui jusqu'à présent ont été, on peut le dire, laissées pour compte, et de leur faire savoir qu'aujourd'hui, ils peuvent rentrer dans une agence de voyage et qu'il y a quelqu'un qui sait comment les accueillir, qui sait comment les faire voyager, qui est prêt à les accueillir avec grand plaisir. Donc, de quelle manière peut-on communiquer aussi là-dessus? Caroline et Jennifer, à tour de rôle, celle qui veut parler la première. Alors déjà, pour reprendre le premier point de vue, je suis d'accord avec toi, le fait qu'il y ait des agences de voyage spécialisées et des associations de tourisme spécialisées dans le voyage des personnes en situation de handicap, ça sectorise, hein, et je trouve que c'est vraiment pour moi de la ségrégation. J'emploie un mot qui est assez violent, mais pour moi, ça reste comme ça de nos jours. Ce que moi j'aimerais, c'est vraiment qu'on puisse pousser la porte de n'importe quelle agence et de lieux de voyage, et à ce moment-là de demander, ben voilà, j'aimerais bien voyager, j'ai un handicap, certes, mais je veux voyager, oui, c'est possible, on va étudier ensemble, on va réfléchir à la question, j'ai peut-être pas forcément toutes les pistes, mais j'ai des contacts, hein, ou j'ai un répertoire, c'est ce qu'on parlait, de répertorier justement les professionnels aussi qui ont une sensibilité plus accrue, ou un réceptif, par exemple, à l'étranger, je veux voyager au Sri Lanka, ben écoutez, ben moi j'ai dans mes contacts justement un réceptif qui est sensibilisé, et ça va être top. Hein. Le problème de nos jours, c'est que il y a 20 ans, à peu près, la thématique du tourisme et handicap, on va dire, c'est un peu créé. Les associations sont nées dans une niche où il n'y avait absolument rien. Les agences ont commencé à prendre le pas sur les associations, mais au final, rien de plus s'est fait. On en a parlé, les lois sont sorties, etc. Mais le tourisme est resté figé un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire dans les mentalités, les personnes handicapées, je ne vois pas pourquoi elles voyagent. Hein. Parce que le handicap empêche le voyage, donc forcément, ça sert un petit peu à rien. Et donc, en fait, le petit monopole entre les agences et les associations spécialisées est resté à sa place, et personne n'a pris le pas de dire on va casser un petit peu les codes existants et on va justement ouvrir à tout le monde, c'est-à-dire former, comme tu dis, tous les agents de voyage en place à travers, par exemple, tous les réseaux. Hein, chaque agence fait partie plus ou moins d'un réseau. Donc, justement, à l'intérieur de ces réseaux, former les agences, faire par exemple des webinaires, faire des sessions de regroupement d'agences, pourquoi pas, pour que les gens puissent se côtoyer et en discuter aussi. Et à ce moment-là, de pouvoir pousser la porte de n'importe quelle agence et de dire, oui, on peut vous accueillir. On n'a pas forcément toutes les réponses, mais on a de quoi pouvoir faire quelque chose. Et pour la deuxième partie, une fois que ce volet-là sera mis en place et qu'on aura commencé, je ne dis pas campagne de sensibilisation, parce que j'aime pas trop ce mot, mais commencer justement à sensibiliser et à interagir avec les professionnels, à ce moment-là, on pourra dire aux associations de personnes en situation de handicap, aux personnes elles-mêmes, justement, ça y est, on y arrive, on est en train de faire quelque chose, et justement, le tourisme, ça y est, il est inclusif. Il n'est pas en train de devenir inclusif, ça y est, on y est. L'inclusion, elle est faite. Allez-y, faites-vous plaisir, voyagez. Le voyage, pour moi, ce n'est pas un produit mercantile qu'on va acheter, c'est une expérience de vie. Et cette expérience de vie, tout le monde y a le droit. Donc, c'est maintenant qu'il faut penser à ce que tout le monde puisse faire cette expérience de vie. Hein. Caroline? Oui, je rebondis un peu sur ce que dit Jennifer par rapport à la formation. Donc ça, c'est dont on a parlé, mais je pense aussi qu'il va falloir, et c'est le but aussi de Respire, mobiliser les différents professionnels, pas seulement du tourisme en soi, enfin, après, ils sont liés indirectement, mais par exemple, on parlait des assurances, les institutionnels. Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire pour que justement, on travaille ensemble et que quand on a une question ou un professionnel même arrive et qu'il y a un client qui se rend en agence, il sache directement qui contacter, éventuellement s'il a une difficulté ou une méconnaissance, parce qu'on a le droit de ne pas tout savoir. Mais ce qui est important, c'est d'avoir tout ce réseau qui va tout de suite nous donner la réponse. Et l'inclusion, en fait, c'est vraiment un thème. Il y avait encore des films sur le handicap dans la société de façon en général. Effectivement, j'ai envie de dire qu'on a des associations qui font des voyages pour les personnes défavorisées. On a des agences qui font des voyages pour les personnes handicapées. On a des agences qui font des voyages pour uniquement
les autres communautés. Donc, en fait, on a besoin de regrouper et de partage et finalement aussi que des valides puissent voyager avec des non-valides et justement, on soit peut-être solidaires et actifs et que finalement, ça devient une expérience de vie aussi bien pour une personne qui est un peu plus peut-être valide et une personne handicapée. Je pense qu'il y a vraiment voilà, un besoin de réseautage pour qu'au final, le tourisme soit davantage inclusif. Ouais. Bien, je vois qu'il y a beaucoup d'idées et beaucoup de préconisations et merci beaucoup de nous éclaircir sur tous ces points. De votre point de vue, au vu de tout ce qu'on vient de dire, de manière plus factuelle et concrète, par quoi on pourrait commencer? Par quoi? Alors, commencer, comme disait Caroline, à, on va dire, contacter les professionnels de tourisme. Voilà. Déjà commencer par ça, pour pouvoir introduire cette sensibilisation. Dans les professionnels de tourisme, je comprends bien sûr les agences de voyage, ça peut être les réceptifs, ça peut être aussi les guides touristiques, puisque forcément faire une visite guidée, si on n'est pas sensibilisé au handicap, ça peut être compliqué si des personnes se joignent à la visite. Ça peut être aussi les grands groupes d'hôtellerie, puisqu'on est accessible dans le bâti, mais est-ce qu'on sera aussi accessible du côté humain? Les assurances, ça c'est important, contacter ne serait-ce que les maisons départementales des personnes handicapées pour aussi introduire, contacter les associations de tourisme et les associations de tourisme et handicap, par exemple, justement pour créer ce réseautage, comme dit Caroline, qui est important. Donc déjà, entamer cette démarche, prendre l'initiative de dire on y va, on le fait, on pousse les portes en disant voilà, il y a quelque chose qui doit se faire ici et maintenant. L'avenir du tourisme, elle se joue aujourd'hui. On va faire carte sur table et à ce moment-là, on va mettre en place cette sensibilisation. Alors, on en discute puisque bien sûr, tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord de suite pour une formation, etc. Mais la sensibilisation, ça commence déjà par les premiers mots qui vont sortir de nos bouches et pour aller expliquer un petit peu ça. Ensuite, il faudra bien sûr contacter les associations de personnes en situation de handicap, puisque bien sûr, si nous, on fait la démarche de dire on va travailler dans le sens du tourisme inclusif, il faut aussi avoir leur retour à elles. Par exemple, les Paralysés de France ne vont pas le voir de la même façon que l'association Valentin Aoui qui est en charge des personnes malvoyantes ou en état de cécité. Donc justement, s'entourer de personnes qui font l'expérience de ces voyages aussi et de pouvoir travailler en collaboration en disant, voilà, nous on le voit, on a besoin de ça, on a ces attentes-là, on a ces besoins-là, on a par exemple ces difficultés. Donc justement, faire le lien entre les personnes handicapées et les professionnels du tourisme de façon à ce que les idées puissent se rejoindre et donner des choses concrètes. Est-ce que tu penses, par exemple, Jennifer, qu'on devrait avoir des espaces également sur les salons de tourisme, parce que les salons comme Top Présage, dans ma connaissance, ne laissent pas beaucoup d'espace, pas tellement d'un point de vue de l'accessibilité, mais en tant que thématique sur le sujet du tourisme handicapable, comme nous avons... Alors, les seuls endroits où j'ai vu parler du tourisme handicapable, ce sont dans les salons qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. Par exemple, les salons handicap qui se tiennent sur Paris, sur Lyon, qui sont également sur Marseille. Ça tourne tous les 2-3 ans. Donc, c'est des salons qui sont récurrents, mais pas tout le temps. Et ce sont les seuls endroits où l'on peut avoir justement un stand avec des professionnels qui sont spécialisés dans le handicap. Donc tout de suite, on reparle un petit peu de cloisonnement puisque ça va être destiné qu'à ces personnes-là, les personnes seniors qui ont des difficultés. Donc ce seront vraiment que des professionnels de ce domaine-là. Par contre, effectivement, c'est vrai que sur les grands salons du tourisme, la thématique n'est pas spécialement abordée. On va peut-être y voir un petit peu le voyage pour les seniors, avec des grandes enseignes qui sont assez connues au niveau français. Mais c'est vrai que pour avoir fait l'expérience de ces salons en demandant par exemple des brochures ou des voyages spécifiques pour ce public, souvent c'est un refus puisque ça n'existe pas. Donc on nous renvoie toujours vers des salons destinés aux personnes handicapées. Donc on cloisonne encore les personnes handicapées
dans leur handicap et non pas leur capacité à pouvoir voyager avec les autres. Bien. Et toi, Caroline, tu en penses quoi? Oui, je pense effectivement que ça peut être deux actions, que ce soit dans les salons B2B ou dans les salons B2C. La problématique des salons B2C, c'est qu'il faudrait aussi développer justement leur accessibilité déjà de façon plus générale, parce qu'en soi, le lieu est accessible, mais il faut peut-être prendre le métro, il faut peut-être avoir pris le train. Enfin, voilà, pour un client handicapé, par exemple, ça ne va pas forcément être un déplacement évident pour se rendre sur le salon. Je pense que dans les salons professionnels, ça peut vraiment être un thème de conférence à développer pour sensibiliser déjà les professionnels à cette thématique-là. Et ensuite, ouais, de continuer à travailler pour renseigner les clients un maximum, peut-être tout simplement sur, comme je dis, en fait, voilà, vous avez besoin d'une sorte de borne d'information aussi, tout simplement, sur les droits aux aides, les assurances, les types de voyages, les prestataires qui peuvent être à même de répondre à une demande, parce que tous les prestataires ne le seront pas. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se leurrer dans ça. À un moment, on n'est pas tous capables de faire du voyage sur mesure ou d'autres. Il y a des agences qui ne voudront pas. Mais en tout cas, le but, c'est d'amener à pouvoir au moins les sensibiliser pour qu'ils puissent conseiller un autre prestataire, et donc ce qui regroupe une union du tourisme, des professionnels du voyage de façon plus générale, et c'est en ça aussi qu'on veut se développer. Alors, nous avons beaucoup parlé, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes, on s'approche petit à petit de la fin de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question qui me tient très à cœur, parce que moi, je suis quelqu'un qui est très attentif à la manière de s'exprimer et aux paroles. Est-ce que vous ne trouvez pas aussi qu'en termes de langage, il faudrait peut-être approcher les tourismes pour des personnes différemment capables en termes de terminologie aussi? Parce que je trouve que handicap, ça met tout de suite une étiquette qui est perçue de manière pas très positive. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que déjà du tourisme et handicap qui est un mot un petit peu négatif dans les esprits, on est devenu en fait le tourisme handicapable, puisqu'on garde la base handi pour le handicap, mais on est capable de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir voyager. Et c'est dans la capacité de chacun de voyager, bien sûr, mais on peut voyager tous, les uns et les autres, différemment. Je pense que par la suite, ce tourisme-là, il faut qu'il devienne tout simplement du tourisme inclusif, puisque dans les personnes handicapables, on a à la fois des adultes, on a également des seniors, mais on a également aussi des enfants qui sont à la fois handicapés et qui sont aussi des voyageurs. Donc je pense que le tourisme handicapable devient tout simplement le tourisme inclusif, ou tout simplement le tourisme pour tous, puisqu'on peut être à différents niveaux. On peut être enfant avec un handicap, on peut être une personne adulte dans la trentaine, mais avoir un souci de santé également. On a tous à un moment donné une position un petit peu particulière, et le tourisme pour tous, justement, il n'y a plus de cloison. On est tous ensemble, on voyage. Comme on disait tout à l'heure avec Caroline, voilà, on peut avoir des valides, des personnes avec des soucis, etc. Au final, en fait, on est tous des humains, on est tous des personnes. Donc, on va pas. Pourquoi on devrait voyager avec tel groupe de personnes ou être, on va dire, cloîtré dans un autre groupe? Non. Voyageons tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on devrait être cloisonné dans une idée. On est, bien sûr, on a fait naître le tourisme handicapable, mais en fait, ce sera du tourisme pour tous, point à la ligne, c'est tout. Bien, il y a une question qui vient d'arriver de la part de Maud, qui demande: que pensez-vous des compagnies aériennes qui ne répondent pas facilement au transport de personnes handicapées? Alors déjà, attends Jennifer, si je peux juste me permettre, je te laisserai répondre sur ce point après. Moi, je voudrais juste noter que déjà, ça marque une chose dans le tourisme et dans le voyage. C'est-à-dire que déjà, des gros acteurs qui ont une grande visibilité, qui ont des obligations et qui ont des condamnations, ne respectent toujours pas les droits des voyageurs, de tous les voyageurs. Donc, à toi Jennifer, voilà.
Alors, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Pour avoir déjà accompagné, etc., des personnes en situation de handicap, c'est en fait une bataille, tout simplement. Puisqu'on vous dit, bien sûr, oui, bien sûr, nous sommes accessibles, il n'y a aucun problème, etc. Nous sommes accessibles sur le papier. La réalité, elle est vraiment tout autre. Je pense aussi à un transporteur ferroviaire français qui a notamment, à force un petit peu de bataille, créé tout simplement un accompagnement aux personnes en situation de handicap avec un numéro de téléphone où quand les personnes handicapées veulent prendre le train, ben, elles peuvent appeler et tout simplement vont se faire accompagner, vont se faire aider pour le transport des valises, etc. On va les aider également à les installer dans le train. Donc c'est quelque chose qui, à force, est un petit peu rentré, mais c'est surtout à force de bataille, bataille notamment juridique aussi, puisque ben, l'inclusion est obligatoire. Et au final, ben, comme je le disais, on se rend compte que c'est très joli sur le papier, la réalité n'est pas la même. Pour les compagnies aériennes, c'est pareil, c'est beaucoup de batailles. Il y a des compagnies qui sont vraiment très professionnelles là-dessus et qui vont accompagner les personnes en situation de handicap de bout en bout, les prendre en charge dans les aéroports, les aider à bord des appareils. Et il y a des compagnies où ça va vraiment être même une bataille, ne serait-ce que pour mettre un fauteuil roulant en dessous. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. Comme elle dit Caroline, la législation, elle est faite pour tout le monde. Et on se rend compte souvent que bah, ce sont les plus gros acteurs qui ne la respectent pas. Hein. Moi, c'était surtout parce que du coup, je suis en Bretagne. Moi, j'ai un client handicapé, tétraplégique. Alors, j'en ai un seul pour le moment. En fait, il ne peut pas partir de Bretagne, il ne peut pas partir de Brest, de Lorient, de Quimper, même de Rennes, parce que l'avion est trop petit, en fait. Voilà ce que me répond Air France. Pour aller sur Paris, les avions, c'est des… Alors, je ne sais plus quel modèle, mais du coup, c'est trop petit, donc on ne peut pas mettre son fauteuil. Je trouve ça, mais alors… Techniquement, en effet, il prend le train. Oui, alors techniquement, voilà, alors le train qui est encore plus restreint au niveau des espaces intérieurs peut accueillir un fauteuil. Normalement, cette compagnie est censée normalement démonter un siège de façon à ce que le fauteuil puisse passer, mais on se rend compte que voilà, si on fait un refus et on envoie plus loin, alors il est bon pour prendre le train jusqu'à Paris, mais il n'est pas capable de pouvoir prendre un avion qui est un gros porteur quand même pour arriver en transit à Paris aussi. Donc, c'est souvent, voilà, on n'a pas envie. On va trouver des excuses parce qu'on n'a pas envie de s'embêter. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, entre guillemets, de rentabilité qui rentre là-dedans? Parce que le temps de pouvoir démonter et remonter un fauteuil, et finalement, c'est de retarder les vols ou je ne sais pas quoi, et que donc la compagnie, tout simplement, ignore cet aspect-là. Après, pour moi, je sais que Air France un jour m'a répondu, c'est une prestation qui est gratuite, mais du coup, vous faites le dossier et après, on accepte ou on refuse. À chaque fois que j'ai fait un dossier sur plusieurs destinations, c'est toujours été refusé en fait. Donc, que ce soit un Brest-Barcelone, ça a été refusé, alors que la compagnie, c'est la compagnie Vueling. Eux, en fait, alors il est parti de Rennes. Il a fait un Rennes-Barcelone et la compagnie Vueling, en fait, en gros, ils m'ont répondu qu'il y ait un handicapé ou qu'il y en ait 10, en fait, on les prend tous. Et en fait, je me disais, c'est une compagnie étrangère et du coup, ils sont plus avancés que nous, en fait. Ouais. Enfin, ce que j'avais ressenti, en fait, à ce moment-là, c'est que j'ai fait mon dossier, c'est passé, je sais pas, dans les 5 minutes, j'avais mon accord. Air France, j'ai jamais réussi. Enfin, et c'est vrai que c'est un peu énervant. Et quand il est revenu en me disant la SNCF, j'ai appelé, j'ai mon billet. Dans les 10 minutes, il avait son billet par mail. Je me suis dit, au moins, la SNCF, ils font quelque chose de bien. Voilà. Le problème qu'il y a en France, c'est qu'on est un pays de législation. On a des lois pour tout et pour rien, surtout dans ce domaine-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne pour les faire appliquer derrière, notamment pour les compagnies aériennes, les grands porteurs, etc. Elles ont l'obligation d'accueillir les personnes en situation de handicap. Voilà, dans la législation, c'est une obligation. Elles en font un petit peu comme elles veulent. C'est pas un fauteuil de plus ou de moins qui va vraiment faire un coup à la compagnie, c'est-à-dire qu'en fait, les avions sont même déjà pensés pour ne pas accueillir les personnes en situation de handicap puisqu'il n'y a pas d'espace prévu pour ça. On prévoit des espaces pour des personnes qui ont des jambes plus grandes, pour les grandes personnes, avec des espaces XXL, etc. Par contre, on ne prévoit pas de personnes handicapées à bord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore rentré du tout dans les mentalités. En gros, la personne en fauteuil ne voyage pas.
Et cela, ça renote aussi, quand on voit aussi la problématique par rapport aux personnes obèses aussi, Oui. par exemple, ça a été une lutte acharnée et ça l'est toujours parfois pour ne pas avoir à payer un deuxième siège. Pourquoi on est handicapé, entre guillemets, à cause de son poids. Et déjà, rien que dans les démarches aussi à faire pour l'aérien, où ça nous semble quelque part finalement assez logique et facile, puisque ça a été établi que les compagnies devaient l'accepter et faire les choses, on voit déjà le travail que les professionnels ont à faire pour demander le service. Quand on demande un siège, qu'une personne est en fauteuil roulant, c'est tout un combat parce qu'il faut les poids des batteries. Est-ce que c'est un fauteuil manuel? Est-ce que c'est un fauteuil électrique? Le poids des batteries, combien il y en a? Est-ce qu'il a besoin de telle assistance? Et il y a 50 000 codes pour pouvoir rentrer tout ça, juste sur l'aérien. Et après, on a aussi le cas, moi j'ai eu des cas d'une association qui envoie 50 personnes sourdes au Canada, sourdes et malentendantes. Et du coup, dans l'avion, voilà, avoir le personnel nécessaire pour accompagner, pour avoir la traduction en langue des signes. Et on n'est pas toujours sûr d'avoir le nombre de personnes réglementaires aussi, ou que tout simplement le client demande pour que les 50 personnes aient bien toute l'information. Et je reviens aussi sur les compagnies aériennes. Quand on arrive, bien entendu, à faire voyager une personne en situation de handicap, ce qui est déjà assez compliqué, puisqu'on peut promettre des vacances et au final, 3 jours avant, la compagnie nous dit non, finalement, on ne la prend pas. Imaginez aussi l'état des fauteuils et du matériel de ces personnes-là à l'arrivée. Il y a énormément de dégâts, il y a des fauteuils qui vont jusqu'à plusieurs milliers d'euros, c'est très très cher. Et en fait, les compagnies se dédouanent totalement en disant c'est pas de notre faute, débrouillez-vous comme c'est. Donc des fauteuils électriques qui vont jusqu'à 10 000 euros, ces personnes-là se retrouvent à destination dans un autre pays sans leur propre fauteuil. Certains ont besoin de leur fauteuil pour vivre tout simplement. Donc, ça devient aussi une grosse bataille à ce niveau-là. C'est-à-dire, on a déjà du mal à les faire accepter. Quand elles sont acceptées pour un voyage, leur matériel est négligé. C'est un peu comme si on négligeait tout simplement la personne. On n'a jamais retrouvé sa valise complètement écrabouillée à la sortie d'un avion. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est pareil en soute. Le fauteuil qui est emballé, cellophané, protégé, arriverait dans un état aussi lamentable. Donc, quand on les accepte, on ne les respecte pas forcément. Après aussi, ce qu'on a vu là, on évoque beaucoup le problème physique en fait des personnes, mais ce qu'on a beaucoup aussi étudié et voulu ouvrir sur le groupe, c'est les problématiques aussi qui se posent pour les clients handicapés mentaux et où, par exemple, ils sont sous tutelle ou sur curatelle et de toute façon, ils doivent avoir un accompagnateur sur place puisque sinon, effectivement, il y a des problématiques. Voilà, on peut perdre tout simplement les clients et puis ils ne peuvent pas voyager seuls. Ça, c'est aussi un fait et qu'il faut accepter. Et quelles sont les mesures et il y a un coût énorme à ce niveau-là qui peut être pris en charge et tout ça, mais quand on voit aussi le nombre de dossiers à remplir pour toutes les personnes, c'est très complexe parce que dans sa vie sociale, la personne handicapée, pour y être confrontée indirectement, elle doit remplir toujours, tout le temps, des tas de formulaires, des tas de demandes de dossiers pour être juste incluse dans la société, justement. Et dans le voyage qui est censé être un symbole de détente, d'évasion, de rêve, on remet de la paperasse, on en rajoute, on n'est peut-être même pas au courant, toujours pareil. Et ça pose des vrais problèmes. Donc, il y a le problème physique là qu'on voit clairement. Il y a aussi, il ne faut pas négliger les problèmes aussi des personnes qui ont un handicap invisible, peut-être méconnu ou d'ailleurs pas forcément reconnu par la société, et aussi le surcoût du coup d'un voyage. Je reviens sur les dossiers, comme tu dis. Je travaille régulièrement avec une personne qui est non-voyante depuis à peu près plus de 30 ans. Et quand on doit faire une carte pour la SNCF, une carte de personnes handicapées pour pouvoir voyager, je ne vous dis même pas le dossier qu'il y a à remplir. Cette personne-là doit justifier non seulement auprès des médecins qu'elle est non-voyante depuis 30 ans, donc le dossier ne change pas. Comme un jour, il a carrément dit au contrôleur dans le train, vous croyez que je reviens de Lourdes, que je prends la vue, que la vue m'est retrouvée? Ça fait 30 ans que je suis non-voyant, mais il faut que je vous justifie par 42 papiers, 42 attestations médicales, comme quoi je suis toujours non-voyante. Je ne vois pas, je ne vois pas. J'ai été déjà confrontée à des problèmes avec les contrôleurs à bord qui ne croyaient pas que la personne était non-voyante. Ça a fini en dispute. Je vous dis que c'est assez… Donc les personnes, quand elles arrivent à voyager, il y a vraiment encore beaucoup de contraintes derrière.
elles ne sont pas forcément respectées, elles sont parfois négligées, c'est assez compliqué, ne serait-ce que voilà, pour la paperasse à faire pour pouvoir dire on essaye de faire quelque chose. Donc, je comprends aussi le découragement qu'il y a, ne serait-ce que faire un voyage à travers le pays, ne serait-ce que pour aller à Paris, pour aller à Brest, à Bordeaux, ça devient un parcours du combattant, en fait, tout simplement. Donc, d'où le fait qu'on abandonne cette idée de voyage, alors que normalement, tout le monde devrait y avoir droit. Bien, les amis, écoutez, on approche à grands pas, malheureusement, de la fin de ces débats qui est par ailleurs fort intéressant. Pour une toute petite dernière question pour toutes les deux, est-ce qu'aujourd'hui, on parlait des rêves tout à l'heure, on parle du fait de vendre des voyages comme du fait de vendre un rêve. Si vous aviez un rêve que vous voudriez voir réalisé concernant tout ce qu'on vient de dire, lequel serait-il? Oui. Moi, personnellement, ce serait plus qu'on dise voyage et handicap, voyage tout court. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne parlera plus du mot handicap, ça veut dire que tout le monde sera sur le même pied d'égalité, qu'on ait un souci ou pas, on sera tous une personne normale. Voilà, ça rentrera dans les normes et on voyagera tous de la même façon. Bien, merci beaucoup Jennifer. Caroline, pour les mots de la fin? Ben voilà, moi je rebondis sur ce que dit Jennifer, c'est tout à fait ça, c'est de dire plus d'obstacles, tout est possible et tout le monde est inclus dans le voyage pour le rêve, pour vivre son expérience, pour vivre son aventure et voilà, on le voit et atteindre les sommets. Bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci vraiment pour ces échanges qui ont été très animés et fort enrichissants. J'ai tenu à rappeler à tout le monde que vous trouverez les résultats des travaux du groupe Handicapable, donc avec Caroline et mené de main de maître par notre amie Jennifer Weber dans les prochains livres de l'association Respire le tourisme demain, qui sera à votre disposition d'ici quelques jours. Il suffira d'en faire la demande via nos réseaux sociaux ou bien via notre mail contact@respire.travel. Écoutez, bonne fin de journée, fin d'après-midi et à très bientôt pour les prochaines Zooms de Respire. Ciao. Merci, ciao.